Bonjour à tous. Sujet de ce matin, intelligence artificielle, informatique de gestion, de la poudre aux yeux. Je vais démarrer avec un chiffre assez parlant, mais qui est déjà un petit peu daté, puisqu'il s'agit d'un chiffre qui a été relevé à décembre 2021. C'est le chiffre 500. 500, c'est le nombre d'entreprises en France qui sont des acteurs extrêmement impliqués de l'intelligence artificielle. Pour tout vous dire, il y a quelques jours de cela, on a remis à jour ce chiffre sur l'année 2022. On est à un petit peu plus de 620. C'est dire à la croissance dans ce domaine. Là, vous avez une source Statista qui vous donne une information sur le poids relatif de la France par rapport aux États-Unis d'une part, et puis par rapport au reste du monde. Alors, toujours chiffre 2021, mais assez éloquent, puisque vous voyez qu'il s'agit ici du nombre de sociétés et du montant en milliards de dollars des levées de fonds qui ont été opérées par les entreprises dans le monde, aux États-Unis et en France. Et très clairement, peser 5% de ces fonds aujourd'hui pour un petit État comme le nôtre, je ne vais pas dire qu'on est encore on est une grande puissance, mais bon, on a été quand même un petit peu relégué en termes de classement. Donc 5% des levées de fonds mondiales, c'est plutôt pas mal. Et je peux vous dire que c'est encore en train de monter à l'échelle française. Alors, les questions auxquelles on va tenter de répondre dans les 40 prochaines minutes, c'est l'IA est-elle si intelligente que ça? Est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Quels en sont les usages aujourd'hui et ceux à venir? Et je ferai un focus plus particulièrement autour des outils de gestion d'entreprise et du rôle de l'IA donc dans ces outils de gestion d'entreprise, les logiciels de gestion. Donc, tout d'abord, au quotidien, vous devez à peu près tous le savoir, mais tous les outils, tous les logos que vous voyez ici apparaître sont tous dotés de systèmes d'IA, tous sans exception. Donc ça démarre avec du Spotify, du LinkedIn, du Facebook, voilà, tous les outils de réseaux sociaux que vous utilisez au quotidien sont bourrés de technologies IA, et c'est pas récent, ça fait déjà quelques années. Si on prend Amazon, typiquement, Amazon, il y a plus de 50 mathématiciens, donc des mathématiciens purs, qui travaillent aux algorithmes aujourd'hui d'Amazon. Et là, on a affaire à une société qui a mis en place ce pool de mathématiciens il y a déjà une bonne douzaine d'années en arrière. Et ces gens-là, aujourd'hui, travaillent énormément sur les moteurs d'IA. Et vous allez voir les annonces qui vont arriver dans les prochaines semaines chez Amazon sur les sujets de l'IA. Google Maps, Siri, Alexa et Google, voilà, tous ces outils aujourd'hui intègrent de l'IA. Alors on verra quel type d'IA sont aujourd'hui embarqués dans ces différentes solutions. L'IA, c'est quoi? La genèse, si on peut dire, la première fois où on a véritablement parlé d'intelligence artificielle, c'est un homme qui s'appelle donc Alan Turing, qui en 1950 a réalisé des conférences et a écrit aussi beaucoup sur le sujet de l'intelligence artificielle. Il était persuadé que très vite, alors il ne pensait pas que ça allait mettre autant de temps, mais que très vite, l'intelligence artificielle allait venir suppléer l'homme sans aucune difficulté. Donc là, on est en 1950. Il a fallu attendre 30 ans après, 1980, pour permettre aux premiers ordinateurs. Vous savez aussi que 1980, enfin 81 précisément, c'est le premier IBM PC. C'est le premier personal computer. Donc avant, on avait quand même des gros ordinateurs, qui avaient à peu près le 10e de la puissance de votre smartphone. Mais voilà, on avait quand même déjà des énormes calculateurs. Mais il a fallu attendre 1980 pour que les machines soient en capacité effectivement d'apprendre. Donc l'objectif de l'IA, c'était d'appréhender cette capacité à ingurgiter de l'information, voire à la classer par thème. Et puis 1997, là il y a eu une vraie petite révolution pour les adeptes des échecs. Garry Kasparov a été quand même un très très grand champion, très connu, absolument imbattable. Et en 1997, la machine dépasse l'homme. Deep Blue bat Kasparov. Et Kasparov va faire cet aveu, effectivement, une machine a battu l'esprit humain. C'était assez stupéfiant à l'époque. Et vous voyez que c'est pas si vieux que ça, on parle de 1997. 2000, c'est l'année où les gros acteurs de l'informatique, et en particulier
les acteurs comme Amazon, Google, Facebook et autres ont dû mettre en place des puissances de feu de data center extrêmement importantes. Donc, c'est là que le deep learning, la big data et les data centers sont vraiment nés de manière représentative. C'est là qu'on a commencé à avoir des méga factories, je dirais, naître un petit peu partout dans le monde, là où il y avait de l'eau et de l'énergie. Mais voilà, c'est à cette époque-là qu'on a commencé à pouvoir approfondir, deep learning, l'appréhension, je dirais, des informations, de la data, dans des gros data centers. 10 ans après, 2010, alors, on n'en a pas fait les gorges chaudes, il n'y a pas eu énormément de littérature sur le sujet, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, l'US Army, délégué par le gouvernement américain, a utilisé l'IA pour cibler ses ennemis. Donc 2010, ils avaient déjà entre les mains des systèmes capables d'analyser de la data, de localiser des personnes en croisant tout ça avec les GPS et autres, et de pouvoir dire quel était le meilleur moment pour pouvoir alpaguer qui, tel terroriste ou telle personne importante. Donc ça, c'était déjà en 2010. Et, excusez-moi, 2015, on a commencé à entendre parler les pro-IA et les craintifs. Donc il y a encore aujourd'hui, je dirais, deux grandes classes de pros et de craintifs. Parmi les craintifs, Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking, qui disent faites attention. Mais bon, quand ils disent faites attention, si on prend Elon Musk, il dit faites attention, mais faites confiance à ma société qui va venir vous implanter de l'IA dans les cerveaux, dans les membres et ainsi de suite. Bon, ok, c'est Elon Musk, on ne sera pas surpris. Les pro-IA, Apple, Meta, Google, sont des gens qui sont plus que pro-IA, puisqu'ils investissent des milliards et des milliards aujourd'hui dans les technologies IA. Et là, clairement, je vous disais, que ce soit Meta ou Google, il s'avère qu'il va y avoir des annonces, semble-t-il, dans les prochaines semaines ou tout prochain mois, qui risquent d'être de véritables bombes aussi importantes que ChatGPT, mais cette fois-ci avec des réalisations très concrètes sur le terrain. 2017, alors c'est un petit peu comme Kasparov tout à l'heure, mais là c'est dans le jeu de Go, donc qui est un jeu de tactique et de stratégie particulièrement complexe, voire pour les adeptes plus complexe que les échecs. Et un processeur et un ordinateur AlphaGo 2 a fait l'apprentissage du jeu de Go en 3 jours. Donc, alors je serais tenté de dire que ça c'était 2017, mais récemment, il y a AlphaGo 0 qui lui a appréhendé en quelques heures. Pour vous donner l'ordre d'idée, déjà à l'époque, en 2017, pour apprendre le Go, il était capable d'analyser en 0,4 secondes 16 000 parties de Go. Ça donne une idée un petit peu de la puissance de feu de ce méga calculateur. Donc je vous dis, AlphaGo 0 est encore allé bien au-delà aujourd'hui, est absolument imbattable. Et puis, autre usage de l'IA extrêmement représentatif et qui commence à poser quelques questions particulièrement éthiques. Vous aurez peut-être entendu parler pour certains d'entre vous de l'usage de l'IA en Chine aujourd'hui avec la mise en place du dispositif du crédit social. Vous savez ce que c'est le crédit social? Vous pouvez la main, je vous vois. Oui, à peu près, c'est pas mal. Bon, pour ceux qui n'ont pas levé la main, le crédit social, en gros, c'est un système d'IA qui fait que vous êtes, j'allais dire pucé, pas directement dans votre chair, mais pratiquement, avec votre smartphone, avec une carte d'identité numérique. Vous êtes traqué grâce à votre smartphone dans l'ensemble des moyens de locomotion qui sont les vôtres, dans vos déplacements, dans les endroits où vous vous rendez, et ainsi de suite. Vous êtes tagué aussi sur la nature des achats que vous allez faire, et ainsi de suite, et vous gagnez des points. Et ces points vont vous permettre éventuellement d'être échangés avec d'autres prestations qui sont poussées par l'État chinois. Donc, voilà, on n'est pas loin effectivement de George Orwell. On va se retrouver là avec des questions métaphysiques que tous les États aujourd'hui se posent. Jusqu'où faut-il aller aujourd'hui dans la traçabilité des gens? Et là, c'est l'IA qui travaille derrière. Et il faut savoir que dans le cadre de la mise en place de ce crédit social, les Chinois ont investi des milliards et des milliards et des milliards de dollars et ils continuent à investir des milliards de dollars sur les moteurs d'IA. Donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup vu les Chinois apparaître sur les sujets de l'IA, on en parle un petit peu, mais je peux vous dire qu'ils sont en train de préparer une contre-attaque américaine qui va être redoutable. À suivre. Alors, les technologies d'IA, je dirais qu'il y a deux grandes technologies.
Celle que l'on connaît aujourd'hui et qu'on utilise au quotidien, qu'on appellerait l'IA faible, qui est une IA algorithmique. Il ne s'agit que de formules de calcul. Donc ce sont des mathématiques. Donc c'est à peu près tous les outils d'IA que vous utilisez aujourd'hui sont bâtis sur de l'IA faible, algorithmique. Celle de demain, celle qui est en train d'arriver tout doucement, c'est l'IA forte. Cette IA forte, elle est quasiment dotée de conscience et d'esprit, elle est capable d'émotion, donc elle fonctionne quasiment comme un humain. C'est l'humain parfait. Donc là, je ne vais pas lancer le débat éthique autour de cette problématique, mais clairement, l'IA forte, on a tous les prérequis aujourd'hui pour mener des projets d'IA forte, que ce soit à travers des machines ou que ce soit à travers d'autres technologies embarquées. Donc, on va faire un focus plutôt autour de l'IA faible, qui est ce qui nous intéresse aujourd'hui à court terme, va-t-on dire. Donc, en informatique de gestion, comment tout ça se traduit? Alors, petite anecdote, en 1993, j'avais la chance d'être à l'époque chez un éditeur de logiciels qui s'appelle Sedge aujourd'hui, qui s'appelait Sahari à l'époque, Société d'aide aux applications à la réalisation informatique, pour ceux qui ont vécu cette époque-là, donc qui remonte à longtemps. Et en 1993, on avait sorti un petit logiciel qui était adossé à un outil de gestion commerciale, donc un outil qui permettait de gérer des factures, du stock, des achats, des ventes, et ainsi de suite. Et à ce petit logiciel, on avait associé une gestion avancée. Alors, la gestion avancée, imaginez, 1993, vous aviez une interface à la Word et vous tapiez directement « Donne-moi la liste de tous les clients qui me doivent plus de 1000 francs », on parlait en francs à l'époque, depuis au moins 30 jours et au-delà. Clac, il vous sortait la requête de manière totalement automatique. Il vous proposait même un listing à imprimer. Ça existait déjà en 1993. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Et puis, le fait est que c'était trop en avance. On a retiré ce produit au bout de quelques années parce qu'il ne se vendait pas. C'était trop beau pour être vrai. Et croyez-moi, si vous le voulez, mais c'était un outil qui était relativement fiable. Et derrière la création de cet outil, il y avait une petite société française qui s'appelait Synapse, qui a été le développeur, on va dire, des produits best-sellers des gammes Sahari et Sedge par la suite. Et cette petite société Synapse avait donc des ingénieurs de haut vol, on va dire, quasiment mathématiciens. Certains avaient fait Maths Sup, Maths Spé et autres études avancées. Et ils avaient donc créé leur propre moteur d'inférence. Donc on parlait de moteur d'inférence à l'époque, on en parle encore aujourd'hui. Et leur moteur d'inférence leur permettait de doter d'intelligence relativement artificielle, donc ce module de gestion avancée. Donc vous voyez que ça existait déjà dans des logiciels de gestion il y a quelques années de cela. Et puis, en 2005, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que tous les gros acteurs que vous voyez ici, que ce soit Amazon, Microsoft, Google ou IBM, ont investi des centaines de millions, voire quelques milliards, donc dès 2005, autour des data centers. Et c'est la création de ces data centers qui a créé la puissance de feu qui allait intéresser la mise en place d'algorithmes d'IA. Donc là, il y a eu un premier tournant qui est arrivé. Et puis si on fait aujourd'hui le bilan, vous avez là à l'écran quelques entreprises représentées aujourd'hui dans le secteur de l'IA. Et là, je vous ai mélangé un petit peu différents types d'acteurs en informatique de gestion. Vous avez des grands leaders mondiaux comme SAP en haut à gauche, ou Oracle, ou Microsoft, donc qui sont des acteurs aujourd'hui dotés de moteurs d'IA. On en parlera après des applications plus spécifiques, je dirais, à ces moteurs d'IA. ProAlpha, qui est présent dans les domaines de l'industrie, Abacus, Arcanid, qui va travailler sur les systèmes de reconnaissance de documents, IFS, avec Falconry, Grab, qui est un outil très avancé qui vient s'adosser à des logiciels ERP pour pouvoir gérer du développement commercial, donc du boost de développement commercial de manière très, très forte. Tout petit acteur peu connu, Simple CRM, éditeur de CRM, belge, qui depuis 2015 propose un système d'IA qui fait que tous les matins, vous recevez une liste de leads, avec comme par hasard des entreprises, alors vous en recevez 3, 5, 7, 8 entreprises, avec des fiches détaillées que vous pouvez importer en un clic dans votre système de CRM et qui vous permettent de pouvoir les attaquer pour aller faire du démarchage commercial. Donc ces Gitloop, qui sont aussi
des outils chez l'éditeur qui vont permettre de faire de la réconciliation, faire de l'analyse de documents en vrac. Vous mettez tout un tas de factures au cul d'un scanner, il va être capable d'analyser tout ça et puis de les restituer ensuite bien classés. Salesforce, alors Salesforce, on en parlera un petit peu tout à l'heure parce que vous verrez, il y a eu une annonce très récente autour de Salesforce, enfin quoi que je peux vous en parler maintenant. Salesforce a annoncé une amélioration d'Einstein. Einstein, c'est leur moteur d'IA qui était sorti justement en 2014 ou 2015, qui avait été retiré du marché au bout d'un an parce que c'était une catastrophe internationale. Et pour le coup, Salesforce est revenu avec Einstein il y a 3-4 ans de cela environ, en force. Et là, il y a à peu près un mois et demi de cela, Salesforce a sorti Salesforce Einstein Copilot. Et Salesforce Einstein Copilot Studio. Ces deux outils, Copilot, Copilot Studio, ce sont des outils d'IA orientés gestion de relations clients, gestion de relations clients avancée, hein, puisque Salesforce est un petit peu ce que SAP est aux ERP, Salesforce l'est dans le CRM. Donc c'est clairement aujourd'hui une ribambelle de fonctionnalités d'IA intégrées à l'intérieur d'un logiciel de CRM, très perfectionné, on en parlera des usages tout à l'heure, mais qui permettent avec la version Copilot Studio en plus de paramétrer et de programmer la manière avec laquelle vous voulez que votre IA réfléchisse ou vous restitue des informations. C'est la première fois, je dirais, dans le domaine d'informatique de gestion qu'on a des outils aussi avancés. Donc on attend d'avoir l'opportunité de tester ces outils très prochainement, mais là il y a une annonce très forte de la part de Salesforce. FICI, ils sont présents aussi. Pourquoi FICI, c'est aussi un acteur belge, un spécialiste du CRM qui est dans le top 3 des éditeurs européens aujourd'hui. Leur objectif, c'est de devenir une alternative à Salesforce, qui est un logiciel de CRM mondial. Ben, eux veulent le devenir au moins à l'échelle européenne. Ils sont bien partis pour. Et pour la petite histoire, ce qui est assez étonnant, c'est que FICI a dans son board un des créateurs d'FICI n'est autre que Robert Houdart. Et pour ceux qui était intéressé par les échecs tout à l'heure, Robert Houdart, ce n'est autre que le papa de Houdini, le fameux logiciel d'échecs, qui est une vraie machine de guerre. Donc voilà, Robert Houdart, donc directeur CTO d'FICI, imaginez ce qu'il est en train de nous préparer, lui, dans le système de CRM. Donc ils vont venir faire une sorte de contre-Einstein qui devrait être assez sympathique. Bon, pour l'instant, on attend, on n'a toujours pas de date, ni d'annonce particulière, on sait que ça viendra, mais on va laisser Robert travailler. Donc voilà pour ces quelques acteurs un petit peu en vrac et représentés dans tous les métiers, que ce soit dans l'industrie, les ERP, les systèmes CRM et autres. Les technologies et les usages. Comme j'en parlais tout à l'heure, le machine learning, ce qui va permettre de recevoir de l'information, de pouvoir la classer, de pouvoir la restituer sous forme de prédiction ou voire sous forme de recommandation. Ça, ce sont des choses qui sont devenues assez simples et on trouve énormément de solutions logicielles aujourd'hui qui vont permettre de faire du machine learning. Le deep learning, là, on va aller beaucoup plus loin. On n'est pas uniquement que dans l'analyse des contenus. On va être aussi sur des simulations de réseaux neuronaux qui fait qu'on va être capable, et vous le connaissez avec des DALL-E, etc., qui font vous lui demandez de vous peindre un tableau à la manière de Picasso avec un robot sur la Lune, ben voilà, vous allez avoir une reproduction de Picasso. Donc tout ça, ça se fait avec du deep learning, c'est capable de traiter de l'image, du son, de la reconnaissance faciale, des contenus de quelque nature que ce soit, et ça, ce sont les outils d'aujourd'hui, qui sont encore utilisés, je dirais, à des fins un petit peu gadget, mais qui vont finir par se retrouver dans à peu près toutes les technologies d'IA en informatique de gestion. Ensuite, on a tout ce qui va toucher dans ces technologies au traitement naturel du langage. Donc la reconnaissance vocale, la synthèse vocale qui est de plus en plus fiable, qu'on va retrouver donc sur les chatbots, la capacité à analyser les sentiments, le ton de votre voix. Aujourd'hui, il y a des applications qui sont capables de reconnaître que vous avez un petit trémolo en fin de phrase ou je ne sais trop quoi, qui fait que le ton du robot ou du bot qui va s'adresser à vous va changer, il va s'adapter à ce moment-là, il va détecter la colère. Donc voilà, ça va être assez pointu en termes de traitement du langage naturel. Ensuite, on a ce qu'on appelle les systèmes multi-agents. Les systèmes multi-agents,
Ce sont des systèmes qui sont là pour permettre de gérer de la coordination, typiquement au sein d'un projet. On prend le cas aujourd'hui de logiciels de gestion de projet aux États-Unis. Les premiers logiciels de gestion de projet avec intelligence artificielle viennent d'être rendus disponibles. Et ce sont des logiciels qui vont permettre de faire des propositions aux chefs de projet, aux managers, en leur disant sur ce projet, j'estime qu'il y a une prise de risque de telle nature qui fait qu'on risque d'avoir tel scénario qui va se passer, tel autre scénario. Et si vous désirez toujours viser votre scénario initial qui correspondait à ceci, cela, voici les actions correctrices que je vous propose. C'est colossal, c'est énorme. Alors, c'est vrai que la décision humaine reste toujours la décision primordiale, mais ces logiciels et ces systèmes multi-agents vont être capables donc d'aller très loin dans ces analyses typiquement de gestion de projet. Et là où ils vont même encore aller plus loin, c'est dans des phases de négociation. Ça veut dire que le logiciel est capable de négocier avec vous en vous disant tu veux pas, c'est dommage, mais je vais t'expliquer pourquoi tu devrais vouloir. Donc ça va aller relativement loin. Donc imaginez aussi dans les CRM, dans les logiciels de gestion de relations clients, où pour de jeunes commerciaux, on va être capable de leur donner des scénarios carrément d'avant-vente complets. Alors ça se fait déjà un petit peu, Salesforce a déjà des partenaires qui proposent ce type de technologie. Ensuite, autre technologie et type d'usage, l'apprentissage par renforcement. Alors ça, c'est plus une techno qu'autre chose. C'est que on ingurgite de la data, on fait ingurgiter de la data, et puis cette data, elle va donner des résultats. Donc on lui fait ingurgiter aussi des résultats liés à cette data. Alors des résultats générés par l'IA elle-même ou par l'humain, ça peut être les deux. Et elle va être capable donc d'essayer, de réessayer, mais elle fait ça, elle, des milliers de fois par heure, voire des dizaines de milliers de fois par heure, là où nous, on ferait ça 10 000 fois sur une vie, quoi. Donc voilà, c'est cet apprentissage par renforcement des connaissances qui aussi prend de l'importance. Alors, des fonctionnalités qu'on va retrouver dans les outils de gestion eux-mêmes. Là, vous avez par exemple une capture d'écran d'un logiciel ERP connu mondialement qui s'appelle Infor. Et Infor intègre son propre chatbot en IA qui s'appelle Coleman. Et Coleman, vous pouvez vous adresser à lui et typiquement, il va travailler sur tout ce qui est du ressort des RH, de la relation humaine au sein de votre entreprise. Vous pouvez vous adresser à l'interface en lui disant est-ce que tu peux me dire quelles sont les personnes au sein de l'entreprise qui sont expertes sur tel sujet et tel autre sujet, mais avec la capacité de s'adresser en espagnol? Voilà. Et lui va vous faire des propositions automatiques de différents profils. Il peut vous poser des questions complémentaires pour affiner justement la pertinence de ce qu'il va vous proposer, et vous allez arriver donc à une réponse, à une mise en relation immédiate à travers cette interface avec la personne désignée. Donc c'est vraiment du chatbot interne, c'est donc de l'interface dite conversationnelle. Ensuite, le marketing automation. Clairement, vous avez, pour beaucoup qui s'intéressent au logiciel de gestion, vous entendez peut-être beaucoup parler de HubSpot. Bon, HubSpot est un logiciel aujourd'hui de marketing doté d'un petit moteur CRM, de relations clients. C'est la solution qui a le vent en poupe. Maintenant, il ne faut pas dénigrer, on a un petit français qui s'appelle Webmécanique, qui est en train de les bousculer plus que sérieusement, parce que Webmécanique apporte autre chose qu'un logiciel, ils apportent en plus une connaissance métier du marketing. Et ces gens-là, que ce soit HubSpot avec leurs milliards aux États-Unis, ou que ce soit Webmécanique en France, à côté de Nancy, de mémoire, utilisent des moteurs d'inférence, on va dire, donc des moteurs algorithmiques d'IA, particulièrement sophistiqués, qui leur permet de faire de l'automation. Donc concrètement, l'automation, ça va leur permettre de pouvoir cibler, donc définir une cible déjà de clientèle pour envoyer un message extrêmement pointu, extrêmement précis, et au bon moment, aux bons interlocuteurs, avec le bon contenu. Ça, aujourd'hui, c'est concret, ça fonctionne aujourd'hui très bien dans beaucoup de plateformes de marketing automation. Et c'est de l'IA. Ensuite, adapter l'interface de l'utilisateur en temps réel. Alors ça, j'ai vu ça aux États-Unis, et je sais qu'il y a des Français qui sont en train d'y travailler. Vous rentrez dans votre logiciel de gestion, et le logiciel va détecter au bout de quelques heures ou de quelques jours
généralement c'est plutôt quelques jours, il va détecter la manière avec laquelle vous appréhendez son interface, les endroits où vous cliquez le plus souvent, les endroits où vous vous rendez le plus souvent, et ceux que vous abandonnez totalement. Donc pour le coup, il va être capable de vous réorganiser, par exemple, une fiche contact, de réorganiser toute l'interface d'accès au logiciel, en vous proposant un look and feel qui vous est totalement dédié. Et en une touche, vous pouvez revenir, bien évidemment, à une autre interface. Et là, pour le coup, il travaille même sur différents modèles d'interface, qui fait qu'on peut choisir à peu près ce qu'on veut. Alors, sans que ce soit de l'IA, ça existait déjà dans un certain nombre de logiciels de gestion. Vous prenez Microsoft Dynamics, vous pouvez choisir de rentrer dans Microsoft Dynamics avec un rôle de DAF, avec un rôle de directeur commercial, de patron de la production, et ainsi de suite. Et là, l'interface va complètement changer en fonction du rôle qui est le vôtre. Et ça tourne déjà depuis plus de 10 ans dans pas mal d'autres solutions. Ensuite, analyse en temps réel, alerte, conseil, préconisation, produit. Ça, c'est devenu quelque chose, je ne vais pas dire d'assez courant, mais de plus en plus de logiciels dits ERP vont intégrer ce type de fonctionnalité et vous proposer des alertes sur de l'encours d'un client. Ils vont aujourd'hui récupérer des informations temps réel sur la fiabilité de l'entreprise, détecter qu'il y a eu des problèmes, je sais pas, inscrits au registre du commerce, enfin au tribunal de commerce ou ainsi de suite, que la société est peut-être non pas en liquidation, mais au moins en surveillance. Donc vous allez recevoir des alertes, des informations qui vont vous permettre à ce moment-là d'agir. Des conseils, vous allez pouvoir trouver aussi des logiciels, comme je disais tout à l'heure, qui, par exemple, sur de l'avant-vente, vont vous conseiller de ne pas contacter tel client cet après-midi alors que vous l'avez mis dans votre agenda. Et il va vous dire pourquoi il ne faut pas le contacter cet après-midi. Ce n'est pas le bon moment. Voilà. Parce que lui a recoupé les informations par ailleurs, soit à travers les réseaux sociaux, soit à travers des datas qui sont internes à vous, qui fait que vous partagez vos informations avec d'autres utilisateurs de votre société et que certains ont peut-être marqué tout simplement, il ne faut surtout pas l'appeler le lundi matin. Ensuite, il y a des outils de gestion type ERP ou gestion de stock qui vont faire de la prédiction sur rupture de stock. Mais alors, ils ne font pas de la simple petite prédiction en disant il ne va plus y avoir de stock dans X jours. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'analyser effectivement le fait que vous allez être en rupture, mais peut-être sur une rupture durable. Imaginez ce qui vient de se passer là après le Covid et la guerre en Ukraine, avec les problématiques liées aux matières premières. Toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, petites, moyennes ou grosses, se sont retrouvées confrontées aux problématiques d'approvisionnement de matières premières, que ce soit sur les délais ou sur le prix. Ceux qui étaient dotés de systèmes d'IA, eux, ils ont été prévenus bien avant tout le monde. Ils ont pu passer leurs achats en groupe, ils ont pu passer leurs achats à l'avance, à des prix raisonnables. Donc, ils ont utilisé des moteurs d'IA qui a fait de la prédiction, qui leur a fait des propositions, et ensuite ils ont agi. Et ça, c'est du concret. Maintenant, vous me direz, si tout le monde avait été équipé de ce système d'IA, ça n'aurait rien changé par rapport à la situation d'aujourd'hui, puisqu'on aurait tous été à égalité. Mais ça, c'est aussi pour dire que ceux qui sont déjà dotés de ces moteurs d'IA, ils bénéficient, et ils ont bénéficié, et c'est souvent les gros qui peuvent se payer ça, ils ont bénéficié d'un certain nombre d'aides. Ensuite, l'ajustement de la production. Alors ça, c'est un exemple aussi intéressant. Vous vous retrouvez sur une ligne de production industrielle, quelle que soit la taille de l'entreprise, et le logiciel de gestion va être capable de détecter qu'il y a une machine qui va lâcher. C'est-à-dire qu'il y a des... Donc c'est IoT, on va dire la technologie objet, qu'on va pouvoir intégrer à l'intérieur des machines, qui va faire l'étude, par exemple, des usures d'un frein, d'un tampon, d'une pièce donnée particulière. Le système va être capable de voir que dans 3 jours, cette machine, si on n'a pas remplacé son tampon, dans 3 jours, elle va tourner plus qu'à 80% ou 60%. Ou voire en temps réel, il va vous donner le degré d'usage de certaines pièces. Et comme il connaît ce degré d'usage, il va être capable de vous dire, si vous voulez perdurer jusqu'à la fin de la semaine, je vous conseille de mener votre système de production de telle ou telle manière. Ralentissez telle chaîne, basculer telle chaîne sur telle autre, et ainsi de suite. Ça, c'est du concret aujourd'hui, et ça fonctionne chez pas mal d'éditeurs en gestion industrielle. Alors, quand je dis pas mal, ils ne sont pas non plus très nombreux, mais ça commence à se généraliser. Et puis, voilà, je vous parlais tout à l'heure, le meilleur moment pour acheter, ça aussi, c'est relativement nouveau. Il y a encore une dizaine d'années, on n'était pas capable d'avoir ça dans des logiciels, et aujourd'hui, c'est véritablement le cas. Ensuite, quelques autres fonctions.
la reconnaissance de documents en vrac pour la comptabilisation. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les logiciels de e-procurement, les logiciels de chaîne d'achat. Vous êtes dans le service achat de votre entreprise, vous recevez des dizaines, des centaines, voire des milliers de factures d'achat tous les mois. Eh bien, aujourd'hui, il y a des logiciels qui sont particulièrement fiables, qui sont capables de recevoir en vrac tous les documents. Vous leur mettez ça dans le scanner au kilomètre, il va analyser les documents. Ils sont capables d'analyser aujourd'hui jusqu'à plus de 90% de fiabilité, donc sur la capacité d'enregistrement et de détection de ces documents. Et ils traduisent ces documents en ligne d'achat, en ligne comptable, et ils alimentent les ERP. Donc je ne vous dis pas la masse d'économie qui est à faire en termes de ressources humaines et de traitement. Voilà. Et c'est l'IA qui va permettre, entre autres, de faire ces reconnaissances de documents. Alors, là, je vais plutôt m'adresser à ceux qui sont dans les entreprises et qui se posent la question de savoir comment je peux faire, moi, pour bénéficier, je dirais, de l'IA dans mes outils d'informatique de gestion, que je sois petit, moyen ou gros. Hein. Ça va être à peu près le même questionnement. Le premier usage qu'on peut avoir aujourd'hui de l'IA de manière concrète, c'est autour des fonctions de support et de service après-vente. Clairement, je vous parlais tout à l'heure des chatbots. Les chatbots, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'extrêmement concret. Et vous avez beaucoup d'entreprises qui ont intégré des chatbots, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, qui sont relativement fiables. Et il faut pas tricher, hein, il ne faut pas faire croire au client qui est de l'autre côté de l'interface que c'est pas un robot. Hein, il faut jouer la carte du robot pour qu'ils comprennent aussi qu'il peut y avoir des limites. Et il faut toujours donner la possibilité de revenir vers l'humain. Donc le chatbot ne va pas remplacer évidemment tous les humains, pas encore du moins. Après, avec l'IA forte, ce sera peut-être le cas, mais pas pour l'instant. Donc, les fonctions de support et de service après-vente sont souvent les premières qui peuvent bénéficier typiquement de systèmes d'IA. Alors là, j'ai parlé des chatbots, mais vous pouvez aussi avoir de l'IA, par exemple, qui va faire de l'analyse conversationnelle sur les échanges de vos chats internes. Dans un service technique, typiquement, l'IA est capable de se brancher sur ces datas et de sortir la quintessence pour connaître les bonnes pratiques techniques dans votre métier, et avec une pertinence rare. Ensuite, il y a la comptabilité. On en parlait typiquement avec la gestion des achats, mais pas que. L'IA peut apporter énormément à la traduction d'un certain nombre de documents ou d'événements en ligne comptable. Donc, la comptabilité va se doter aussi d'intelligence dans les fonctions dites de trésorerie. Donc, dans la gestion de trésor, les outils de trésor aujourd'hui vont être capables de faire de la prospective, de vous faire des projections financières avec des indicateurs que vous allez pouvoir lui mettre comme ça, juste pour vous amuser, pour simuler des situations. Alors, je dirais, ça existait déjà relativement bien dans les outils de trésorerie un peu sophistiqués, mais là, aujourd'hui, on parle d'interfaces extrêmement communes, puisque les Américains sont en train de travailler à des interfaces de gestion de trésorerie qui vont se piloter à la voix, 100% à la voix. Bon, pourquoi pas. Ensuite, gestion de projet, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Clairement, il commence à y avoir quelques outils de gestion de projet qui sont dotés d'IA. Alors, pour certains d'entre vous, vous connaissez des outils comme Notion, Asana, enfin des outils génériques, on va dire, qui intègrent aujourd'hui ces moteurs d'IA. Alors, pour être honnête, je ne les ai pas testés personnellement. Là, je n'ai que des retours par la bande, je dirais. Donc, je ne saurais pas vous dire le degré de pertinence de ces outils d'IA intégrés à ces plateformes. Mais bon, a priori, ça a l'air de fonctionner au moins partiellement ou pour certains sujets. Et puis, dernier sujet sur lequel il est facile aujourd'hui d'intégrer de l'IA, c'est la CRM, en particulier qui s'adresse aux commerciaux, aux forces commerciales, au business développement, où là, on va avoir, je vous parlais de Simple, je vous parlais d'Effici, je vous parlais de Salesforce avec Einstein Copilot. Donc là, clairement, c'est du concret, c'est des choses qui sont d'ores et déjà disponibles dans les outils de relations clients. Alors, pour réussir ce passage à l'IA, mes petits conseils, d'une part, il faut privilégier, bien évidemment, vous en doutez, la gestion en mode SaaS, parce que les solutions qui sont en mode SaaS auront beaucoup plus de facilité à se connecter, à s'interconnecter à d'autres plateformes SaaS pour pouvoir donc bénéficier de toute la puissance de feu d'une IA aux côtés de leur noyau de gestion. Et puis, bon, l'avantage du SaaS, c'est toute la puissance de calcul qui est proposée pour un coût unique. C'est-à-dire vous payez une fois, et puis derrière, vous bénéficiez de toute la techno et toute la force de frappe, je dirais, de l'éditeur. En revanche, à vous de bien regarder de près ce qui est proposé au niveau de
des data centers et de cette fameuse puissance de frappe. Ensuite, autre conseil, pendant assez longtemps, on entendait parler de gens qui disaient que l'IA, elle était capable de faire le ménage. Donnez-lui toutes les données que vous voulez, donc big data à mort, et elle se débrouillera. Elle en fera son 4 heures. C'est pas si vrai que ça. Il y a énormément de déperditions. Donc le conseil, c'est plutôt de travailler autour peut-être de small data. Ce que j'appelle la small data, c'est plus de la big, c'est de la small, donc c'est plutôt de la data de chez vous, de vos bases à vous, et de faire ça sur des données les plus propres possibles. Si elles sont extrêmement polluées par d'autres informations, ça va être très difficile pour l'IA à un moment donné de s'y retrouver. Ou vous allez avoir en tout cas des retours qui ne vont pas vous contenter. Donc, privilégier des données relativement propres. Après, il y a tout un sujet là-dessus. Ensuite, privilégier des IA qui évoluent avec vous, ça c'est simplement parce qu'il y a des éditeurs qui font des annonces aujourd'hui de moteurs d'IA qui vont être progressifs. Et ça, effectivement, je pense que c'est plus raisonnable que de dire voilà, on arrive avec le module d'IA révolutionnaire qui fera tout de A à Z. On y croit assez peu. Ensuite, connectez l'IA à vos systèmes d'information et ne les isolez pas. Et ça revient un petit peu au premier sujet du software as a service, du SaaS, c'est qu'aujourd'hui, les solutions en mode SaaS bénéficieront beaucoup plus facilement de systèmes d'IA que des IA interconnectés avec des systèmes isolés qui sont quand même beaucoup plus complexes, ne serait-ce que pour des questions de sécurité à mettre en place dans des entreprises de ce type. Et puis, un dernier conseil, c'est de démarrer avec des IA embarquées dans les solutions. C'est-à-dire, ne cherchez pas à vouloir, pour l'instant, rattacher une IA extérieure à votre logiciel de gestion. Ça risque d'être extrêmement complexe, voire très onéreux en termes d'interface. Donc, privilégiez les solutions qui vont vous proposer, du chatbot intégré, du marketing automation, des fonctions d'IA sur des fonctions commerciales et de force de vente. Voilà, il y en a pléthore quand même déjà disponibles sur le marché. Alors, petite projection, 2030. 2030, on est pas mal d'experts aujourd'hui à penser que, Gartner le premier, mais ça fait déjà un moment que ça tournait dans nos têtes, nous les experts des ERP et des CRM, c'est l'arrivée de l'entreprise Business Capabilities, l'EBC. On ne parle plus d'ERP, Entreprise Resource Planning, on va parler d'EBC. C'est une réalité aujourd'hui. Je peux vous dire que les éditeurs américains sont déjà en train de travailler sur les futurs EBC. Les Français aussi, seulement ils sont totalement inconnus, vous ne les connaissez pas, et ils sont en train de préparer une vraie petite révolution. Alors, cet EBC, c'est le passage de l'ERP historique, statique, à un ERP agile. Alors, vous allez comprendre pourquoi je fais un focus là-dessus. Le RP de demain, il va se retrouver modulaire, il va se retrouver verticalisé donc dans des secteurs métiers bien particuliers, totalement connecté et apprenant. Ça veut dire que nativement, les modules de gestion d'un EBC sont dotés déjà d'IA, qu'on peut enrichir ou interconnecter avec d'autres systèmes d'IA, mais c'est le principe du petit module, c'est un petit granule qui a sa propre autonomie, sa propre intelligence et ses propres capacités d'expression. Et on va pouvoir l'interconnecter avec des centaines d'autres petits EBC. Ça, c'est le RP de demain. Et vous allez peut-être me faire la remarque en me disant ça va être un ERP principalement cloud. La réponse est oui, il sera en software as a service, toujours avec cette notion d'abonnement, et il sera full compatible IA. Tous ceux qui créent aujourd'hui des modules EBC les font en vue d'être compatibles avec à peu près n'importe quel moteur d'IA. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des protocoles qui vont certainement finir par exister assez rapidement, d'ici peu d'années je pense, des protocoles qui permettront justement d'interconnecter n'importe quel système d'IA à n'importe quel module EBC. 2030, on estime que plus de 70% des entreprises utiliseront l'IA sans même le savoir. Vous aurez dans vos logiciels de gestion de l'IA embarquée, alors avec plus ou moins d'importance selon les logiciels que vous aurez, mais plus de 70%. Et on est même un certain nombre à penser que ces 70%, on les atteindra bien avant 2030. Je fais partie de ceux-là. Et puis, chose intéressante, la valeur d'une entreprise. Une entreprise qui aujourd'hui investit dans l'IA et dans son système de gestion avec IA, ça peut monter jusqu'à 35% de la valeur de l'entreprise supplémentaire. C'est pas négligeable pour certaines boîtes qui cherchent effectivement à se valoriser pour se revendre, pour fusionner avec d'autres groupes ou je ne sais trop quoi. C'est un indicateur qui nous vient aussi des États-Unis, mais qui a tout de même une certaine importance.
Alors, ma vision, là, ça n'engage que moi, en tant qu'expert de l'aide au choix de logiciels ERP et CRM auprès des entreprises, quelle que soit leur taille, c'est que pour moi, l'informatique de gestion, elle est devenue cloud. Ça, pour moi, c'est acquis. Il y a très peu de chances qu'on revienne vers le on-premise, c'est-à-dire vers les licences sur site, isolées sur des serveurs chez vous. Le métier des entreprises, c'est pas de s'occuper d'un data center ou d'aller administrer des réseaux ou des serveurs. Donc là, clairement, l'informatique de gestion sera cloud. Les ERP de génération 4 vont-ils aller vers l'EBC? Alors là, je pose la question parce que l'EBC est une réalité, mais on est encore très frileux sur le sujet, il y a encore très peu d'acteurs. Ce qui va être important, ça va être les annonces des très gros éditeurs, les SAP, les Microsoft, les Oracle, etc., qui vont devoir à un moment donné prendre position. Est-ce qu'ils vont rester toujours arc-boutés sur leur ERP, je dirais, statique et ancienne génération, ou est-ce qu'ils vont venir véritablement vers l'EBC? Moi, je pense qu'ils vont venir vers l'EBC bousculés par les éditeurs de CRM. Les éditeurs de CRM sont les premiers à avoir intelligemment intégré l'IA dans leur spectre fonctionnel. Et ils sont clairement en avance aujourd'hui et donc prédisposés pour aller même plus loin, c'est-à-dire devenir peut-être demain des éditeurs d'ERP. Il y a aujourd'hui des éditeurs de CRM qui stratégiquement sont en train de songer très sérieusement à aller vers les ERP. Ce serait une sacrée petite gifle pour les éditeurs historiques. Mais on n'est pas à l'abri. Donc voilà, j'en ai fini. Comme il nous reste une petite minute, s'il y a des questions éventuellement auxquelles je peux répondre, n'hésitez pas, j'en prendrai. Et puis sinon, en off, je me rendrai disponible auprès de vous. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie.